I mean, the basic story was I got out of high school. I desperately wanted to get published, as a comic writer artist, and I was like, what do I have to do here? I'll just send out press packs to as many publishers as possible, and I got rejection. No one would touch it because it was just too. I mean, looking back, of course, no one would touch it. It was very, very, very odd. It was just chaos. Like it was me emulating Mad Magazine, but with teenage boy humor. Everything was dead babies and dicks, and I was just so sick of self-publishing and just selling at local. I would sell like Streetlight and like record shops and stuff would be into that sort of stuff, and Right. It just wasn't satisfying enough, and I wasn't getting any kind of real feedback. Face à la numérisation, le disque et le vinyle sont aujourd'hui l'apanage des musées et des collectionneurs assidus, car remplacés par les gigantesques bandes de données que sont YouTube ou Spotify. À quoi bon continuer à produire des CD sinon pour polluer ou pour combler le fétichisme de l'objet dans lequel nous nous complaisons? Le cas du livre est cependant un peu différent, il est plus intimement lié à l'histoire de l'humanité, à sa culture, et porte à raison une place symbolique encore importante aujourd'hui. Le but de cette vidéo n'est pas de dire que l'e-book est supérieur au livre papier, mais de partir du principe que nous évoluons dans une société numérique, et que même si l'idée d'une maisonnée ne possédant absolument aucun livre physique angoisse passablement l'enfant du XXe siècle que je suis, je vais tenter de présenter ici ma vision de l'application qui exploiterait au mieux tous les avantages du numérique. Appelons cette application fictive BDO, en hommage à la Startup Nation francophone bien sûr. Je vais parler ici uniquement du marché de la BD et non du roman, car ce dernier est déjà assuré et soutenu par entre autres Kindle, et beaucoup de lecteurs et de médias exclusivement textuels ont déjà définitivement abandonné l'idée de lire par défaut sur du papier. C'est grâce à la technologie des tablettes et des liseuses accessibles et pratiques, couplée à l'offre des romans et e-books également accessibles et pratiques, que cette évolution a pu prendre place dans ce pan de la littérature. Dans le cas de la BD, c'est encore ambigu. On peut par exemple se demander pourquoi l'Arabe du futur, un des gros succès du moment, qui a l'air d'avoir un impact culturel fort et très relié par les médias généralistes, n'existe en e-book que dans sa version anglaise. Bon, commençons par regarder les plateformes spécialisées dans la vente de BD en e-book. Bien sûr, le plus gros est Amazon, et plus spécialement sa sous-branche Comixology, qui a une offre assez énorme avec de la BD issue du monde entier. Même les éditeurs indépendants y sont représentés. Cependant, le vil auteur indépendant que je suis n'est pas satisfait et je proposerai plus tard dans la vidéo des améliorations possibles pour dépasser l'aspect juste e-shop de la plateforme. Il existe également Isneo qui, comme son nom l'indique, est une entreprise française et dont l'actionnaire majoritaire est la Fnac depuis 2016. Il y a une belle liste d'éditeurs représentés sur le site, même si aucun d'entre eux n'y propose son catalogue de manière exhaustive et les éditeurs indépendants y sont très peu représentés. Le catalogue complet d'Isneo compterait en tout à peu près 23 000 albums, ce qui est assez énorme. Bon, après on peut se demander pourquoi passer par Isneo alors que Comixology propose un catalogue bien plus gros et qui inclut beaucoup des mêmes livres que Isneo. Là où son offre pourrait être surtout intéressante, c'est que Isneo propose un abonnement de type Netflix. Pour 10€ par mois, on a accès à une librairie en ligne qui comprend un catalogue de 6 000 albums sur les 23 000 du site. C'est un gros chiffre, mais l'offre en manga et comics y est très limitée. Juste pour dire que Comixology propose aussi une offre du genre, mais uniquement disponible aux USA, je ne vais donc pas m'étendre dessus. L'abonnement d'Isneo reste très intéressant si on est lecteur de BD francophone, mais il faut faire assez attention à ce qui se trouve ou non dans le dit catalogue. Typiquement, si les requins marteaux ont 14 albums disponibles à l'achat sur le site, aucun d'entre eux n'est dans l'offre d'abonnement. C'est la même chose pour toutes les séries à succès dans le manga, aucune n'est comprise dans l'offre. Les séries francophones classiques, comme Torgal ou Spirou, sont présentes et gonflent bien la librairie, mais par exemple, les derniers numéros de la série Spirou vus par tel auteur ne sont pas tout de suite comprises dans l'abonnement à leur sortie. C'est quelque chose que l'on peut généraliser, il en va de même pour le dernier Torgal et compagnie. Dans la même idée, seul le premier tome de Mutafukaz est disponible dans cette offre. Il y a aussi des trucs bizarres dans leur classification, du genre les livres de la collection française Label 619 de la section comics, et bien sûr l'inévitable catégorie roman graphique dont les critères de sélection continuent de me faire hausser un sourcil. Il n'y a pas non plus de catégorie à cocher pour classer par éditeur, ce qui demeure un mystère. Bon, malgré tout ça, Isneo est pas mal en fait, selon nos besoins de lecture. Mon principal reproche à cette offre en ligne se situe ailleurs et peut s'appliquer aussi à Comixology.
Pour lire confortablement de la BD, on est encore loin de l'idéal proposé pour la lecture de romans. Certes, une tablette 10 pouces est tout à fait correcte pour lire des BD petit format comme les mangas et la plupart des comics. Mais pour ce qui est de la BD ACC, donc le bon vieux A4 cartonné couleur cher à notre terroir, le confort de lecture est déjà très amoindri. Personne n'a envie de plisser les yeux ou de zoomer sur des cases pour être capable de les lire, et je déteste lire de la BD sur un écran d'ordinateur. En fin de compte, sur un support hardware de format A4, je trouve l'offre Disneyo assez absurde en l'état. On pourrait donc se dire qu'il suffirait de tablettes plus grandes pour combler ce souci. Pourtant, une BD se construit aussi sur des planches en vis-à-vis, ce que n'offre pas la tablette sur laquelle on lit les pages individuellement. C'est encore une autre contrainte technique, il faudra en fait une tablette A3 qui se plie comme un livre. On imagine déjà bien le coût augmenter drastiquement et l'appareil très spécifique pour uniquement les lecteurs de BD. Peut-être que des compagnies comme Comixology ou Disneyo, donc Amazon ou la Fnac, devraient développer ou tenter de démocratiser ce genre de hardware, parce qu'en l'état, proposer de la lecture de BD numérique initialement publiée en A4 manque un peu de sens. Justement, vis-à-vis de l'écran, un des avantages que j'ai trouvé à lire sur une tablette 10 pouces, c'est que je peux lire mes mangas dans un format plus grand que les versions papier. Quand je relis la série Berserk que j'ai en format physique, je me dis à chaque fois que c'est absurde de devoir regarder des dessins aussi détaillés sur une page plus petite que de l'A5. D'autant plus que la série risque bien d'être publiée dans une version Ultimate, Perfect ou je ne sais quoi, qui elle, aura bien sûr une taille plus grande. Au moins, si j'ai une tablette A4, ce problème ne se posera plus, et je n'aurai pas à racheter différentes versions d'un même livre pour être satisfait. Bon, pour tous ceux qui sont un peu familiers avec le jeu vidéo sur ordinateur, je risque de déballer à vos oreilles pas mal de lieux communs. Mais l'idée ici est de s'inspirer de modèles existants et que j'apprécie, et que l'on pourrait transférer dans le domaine de la BD. Un frein pourrait être le moyen de diffusion de ces BD e-book. Alors oui, une entreprise comme Amazon, Google Store ou la Fnac pourrait continuer à monopoliser la vente des e-books. Cependant, je préfère l'idée d'une plateforme qui serait indépendante de ces groupes et qui aurait mis en place un système mettant davantage en valeur la culture de la bande dessinée. Je vais prendre en modèle Steam, la plateforme de diffusion de jeux vidéo développée par l'entreprise Valve, auquel je vais ajouter et adapter certains points. Pour continuer l'analogie avec le jeu vidéo, une différence fondamentale est qu'il y a une différenciation entre les éditeurs et les plateformes de diffusion de contenu. C'est-à-dire qu'un mec qui développe son jeu tout seul, comme par exemple Jonathan Blow avec son jeu culte indépendant Bread, a pu être diffusé en masse sur la PlayStation, la Xbox et le PC. Cet équivalent n'existe pas au BD, car l'auteur indépendant qui voudrait se passer d'éditeur a une diffusion très limitée due à des limitations dans la logistique de diffusion, et cela à cause de la nécessité actuelle de devoir publier des livres physiques. L'idée de mon application est qu'elle tente vers une neutralité et utilisable par tout à chacun, éditeur classique, indépendant et auteur indépendant. Alors en fin de compte, c'est quoi BDO ? C'est une plateforme visant à regrouper l'intégralité des publications BD jamais parues, avec des systèmes de communication inspirés des réseaux sociaux, avec des groupes, un chat, des réseaux d'amis, des listes de souhaits, des badges d'acheteurs et une section workshop. BDO est donc un e-shop centralisé, dynamique et attrayant, social, multilingue et au catalogue complet sur le plan international. C'est beau. Ce système permettrait également d'aider le développement de la scène indépendante. Sur Steam, tout le monde peut mettre à disposition son propre jeu vidéo, et non uniquement les éditeurs. Après, un système de vote et de notation peut aider à filtrer le bon grain de livret, mais au moins, tout le monde peut avoir sa chance et tenter le coup. Ce n'est pas un système totalement horizontal, mais ça l'est déjà plus que les devantures de la Fnac. On peut également imaginer un système journalier qui tire au sort 5 BD qui seront mis en avant sur la page d'accueil. Les vertus du hasard. La dématérialisation permet aussi de multiplier les offres de vente. Par exemple, j'adore voir les versions en noir et blanc des livres, voire même les versions brutes des pages avec les traces de Blanco dessus. Ce genre de BD sont généralement plus chers et publiés en édition limitée, et donc très restreintes dans l'accès au public. On pourrait ici proposer des bundles pour quelques euros de plus du prix initial de la BD. On démocratise un type de publication tant pour les auteurs que pour le public, et on met en avant un patrimoine de la BD auquel on n'a pas du tout suffisamment accès, comme les brouillons, les artworks, les découpages. C'est bien moins élitiste et ça évite que l'on nous vende une version intégrale plus ou moins inédite tous les ans pour les BD les plus vendeuses. Avec le recul, le système actuel peut même sembler absurde quand on regarde le marché du film, où l'accès aux bonus et making-of sont devenus la norme depuis belle lurette. Pourquoi garder obscur tous ces trésors, ça me dépasse complètement. De la même idée de conservation et mise en avant du patrimoine de la BD, je ne saurais dénombrer la quantité de BD qui ont fini par disparaître complètement des librairies. Le marché du livre est rude, et la carrière d'un artiste souvent destinée à être partiellement, voire complètement oubliée. Entre les séries annulées et les BD qui ont vraiment très mal vieilli, ça fait déjà un paquet d'œuvres à répertorier. Avec une plateforme comme BDO, les éditeurs et ayants droit de BD pourront uploader leurs BD sur la plateforme et au moins laisser une trace plus solide. L'accès généralisé aux BD permet aussi une réappropriation des lecteurs. Le sujet est large, mais je pourrais par exemple parler des BD non traduites dans d'autres langues.
des traducteurs volontaires pourraient proposer des traductions gratuites et accessibles à l'achat de la BD. Ainsi, une BD argentine un peu obscure et uniquement disponible en espagnol pourrait devenir accessible à des lecteurs francophones juste par la force d'un noyau de fans volontaires. Et tout cela serait centralisé et officialisé par la plateforme de vente. Pas de soucis de piratage comme avec les scantrad de manga, vu qu'il faudra acheter la BD pour avoir accès à la traduction de fans. D'ailleurs, certaines teams illégales de traducteurs de manga revendiquent cette idée d'offrir au public francophone des contenus qui n'ont pas encore été publiés officiellement. Si c'est vraiment leur intention, eh bien cette plateforme de BD est parfaite pour eux. Et les gens qui préfèrent lire leurs mangas truffés de Nakama et de Oi pourront continuer de les lire ainsi si on ajoute les traductions amateurs en option une fois le livre acheté aux ayants droit. Ce concept se rapproche très fort de ce qui se fait dans le jeu vidéo sur PC via les mods, qui est l'ajout ou la modification de contenu à un jeu, fait par un utilisateur ayant été bidouillé le code d'origine. Steam met cela en avant avec la catégorie Workshop. Quand on a acheté un jeu, on peut aller voir dans le Workshop les créations des autres utilisateurs et ce directement sur la page de jeu de notre bibliothèque. Imaginons la même chose pour les BD, une catégorie fanfiction où les lecteurs pourront poster leurs créations se basant sur la BD que l'on vient de lire et mise en avant sur la plateforme de vente elle-même. Cela peut aller du simple dessin à la proposition d'une fin alternative par exemple. Ce genre d'activité continue de donner vie à une œuvre bien après sa publication initiale et permet à tout un chacun de s'exprimer par réappropriation culturelle. De là pourrait émerger certes beaucoup de contenus amateurs mais aussi des talents qui finiront par créer des œuvres originales, avec un public potentiellement déjà acquis et une plateforme qui les aura mis en valeur. Dans un croisement de l'idée de traduction amateur et du fan art, on pourrait aussi voir émerger des propositions de mise en couleur de certaines BD, qui pourraient lui apporter une toute nouvelle vision. Un peu plus accessoirement, j'avais évoqué l'acquisition de badges et de trophées sur la plateforme. C'est assez superficiel mais on aime bien ça, nous les humains. Avoir son petit badge, j'ai tout Batman dans ma bibliothèque, ça ne sert pas à grand chose, mais ça peut faire plaisir et du point de vue du vendeur, faire vendre. On revient ici à un équivalent d'être fier de sa grosse bibliothèque, ça ne mange pas de pain. Dans une idée plus pratique, un badge, j'ai une fanfiction qui a récolté 100 avis positifs pourrait être intéressant. D'ailleurs, j'aime bien l'idée d'avoir accès à la liste de BD que possède un autre utilisateur. Par exemple, s'il y a un auteur que j'aime bien et qui est inscrit sur la plateforme avec sa bibliothèque publique, je serais content de la lorgner comme liste de recommandations, influenceurs, tout ça. Bon, je vais arrêter là mes divagations, l'application que je propose ici n'est pas parfaite et je n'ai absolument pas parlé de considérations économiques, ce qui peut sembler absurde. Mais ce n'était pas le point de la vidéo, même si j'admets que c'est un gros moquement. L'idée était juste de proposer un système qui, à mon sens, pousserait la BD en avant. Pour moi, une BD, c'est avant tout le contenu qu'elle porte. À partir du moment où le support de lecture ne la restreint pas, peu importe que l'on lit sur du papier ou non. Cependant, si je me dis que ce que je veux, c'est que la force graphique et narrative de la BD soit davantage mise en avant, le numérique est pour moi le meilleur chemin possible sur le long terme. Quand je dis sur le long terme, c'est que ça m'étonnerait fort que je vois de mon vivant une domination de la BD numérique sur la BD papier. Voilà, je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. And my grandma was all about it. She's like, do whatever, you're great. Keep making cool stuff. No. And I just would I basically took my comics. Some literally took my comics and just, scanned them and put them up online. Other ones I just made like interactive versions of my comics. Dead baby dress up and things to do with dead babies and just weird writing stuff. And I just uploaded it all to my website at the time, which was called thisisacryforhelp.com, which was also the name of my comic series. And that was like one of the most magical times. And I remember when I finally launched it, I think it was on my 20th birthday, and I went and to hang out with my wife, and I'd be like, look, you can see the statistics of how many people are like viewing my work. And then like you hit the refresh page and it was like 100 more people saw it. It's like 1,000 more people saw it. It was just like skyrocketing, and it was just insane to me. And I remember kept thinking like, but I've only sold 200 copies of this comic and this and this, and then there's like thousands of people seeing it.